Débattons-en avec le général Nicolas Ardo. Bonjour mon général. Et de quoi Bonjour allons-nous Richard. débattre? Eh bien de tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire la manière dont on est peu à peu en train de monter vers la guerre en France, puisque voilà, on sait que Emmanuel Macron vient de mobiliser 3 Rafales pour venir en aide aux à la Pologne, on est en train de commander un système sidéral, enfin un démonstrateur du système sidéral, c'est-à-dire un laser nouvelle génération pour intercepter les drones, qu'on est en train de mettre en place un nouveau missile balistique. Voilà, il y a en France en ce moment une montée vers la guerre, c'est-à-dire on commande plus de matériel, on entraîne énormément plus les troupes qui avaient l'habitude d'être moins sollicitées. Et est-ce que véritablement la France est capable de soutenir cet effort de guerre et de rentrer en guerre contre la Russie, puisque c'est visiblement l'ennemi qui nous est désigné? D'abord, cher Richard, merci de m'avoir invité à votre émission pour évoquer un sujet d'une gravité extrême, la guerre. Mais je note que ce mot extrêmement grave est galvaudé depuis quelques années par les gens qui nous gouvernent. On est en guerre contre le terrorisme, on a été en guerre contre un virus, et maintenant on serait en guerre, ou en tout cas prêt à prendre toutes les dispositions pour être en guerre contre la Russie, pour parler clairement. Alors, c'est vrai que ce mot frappe l'opinion publique, mais quand même, la réalité des choses, vous avez évoqué les programmes embryonnaires, ou l'évocation d'un certain nombre de dispositifs qu'on serait prêt à prendre, mais entre dire on va se mettre en disposition d'être prêt à faire la guerre, et puis la réalité des choses, il y a quand même un abîme, hein, quand on regarde d'une part les efforts de défense qu'ont consentis la plupart des pays de l'Union européenne depuis l'effondrement du mur, et puis ce qu'ils sont capables d'aligner réellement sur le terrain. Je pense qu'on est quand même loin aujourd'hui d'entrer en guerre. On s'y prépare verbalement, on s'y prépare financièrement, mais ce ne sont pas avec les effectifs et les moyens dont disposent les Européens qu'on peut véritablement entrer en guerre aujourd'hui, sans appui logistique et de renseignement des Américains. Puis, au-delà, est-ce que ça a un sens de dire que on se préparerait à entrer en guerre contre la première puissance nucléaire du globe? Parce que ce qui est quand même frappant dans les propos, dans les analyses qu'on entend sur les plateaux, c'est que on n'évoque jamais la question de la force nucléaire du pays qui est maintenant désigné comme l'ennemi. J'entendais encore dans son discours de l'État de l'Union Ursula von der Leyen, qui avait quand même des propos extrêmement belliqueux. J'évoquais ceux du président Macron, mais est-ce qu'on mesure vraiment à qui on a affaire? Et puis ensuite, la guerre, ça suppose la désignation d'un ennemi. Mais quel est l'état d'esprit de cet ennemi? Quelles sont ses ambitions? Parce que ce qui est frappant aussi, c'est notre incapacité à nous mettre dans la tête de l'adversaire ou de l'ennemi, entre guillemets. Il serait bon quand même de réfléchir sur ce que veulent réellement les Russes. Est-ce que les Russes veulent porter atteinte à l'intégrité de l'Europe en attaquant les pays baltes et puis au-delà, la Pologne? Est-ce que tout ça est bien raisonnable? Moi, c'est la question que je me pose comme simple citoyen. Est-ce qu'on n'est pas en train, comme disent certains sociologues, ou l'ont dit autrefois, de nous construire un ennemi pour des raisons qui ne sont pas forcément militaires, mais qui peuvent être d'ordre économique ou d'ordre social, pour fédérer des sociétés européennes qui sont extrêmement fragmentées aujourd'hui? Est-ce qu'on n'aurait pas besoin de se construire un ennemi? Et donc, tout ce que vous venez de nous dire sur les programmes militaires en cours, sur un certain nombre d'affirmations, est-ce que tout ça a vraiment pour but de nous battre contre un ennemi qui s'appelle la Russie, ou est-ce qu'il y a d'autres objectifs qui sont sous-jacents à ce propos? Je vous partage mon interrogation, je n'ai pas forcément de réponse, mais enfin, pour moi, comme simple citoyen, c'est vraiment quelque chose qui me qui m'agite et qui m'interpelle, comme on dit. Alors, effectivement, en tant que simple citoyen, on se dit qu'Emmanuel Macron
a presque besoin d'une guerre contre la Russie pour justifier son pouvoir, justifier son action internationale, justifier, avec un peu de chance, toutes les mesures exceptionnelles qu'il serait capable de prendre. Euh, Est-ce que, indépendamment de la réalité de cette menace russe, est-ce que la France est capable aujourd'hui, avec cet effort de guerre intensifié, avec cette montée en puissance des industries militaires, est-ce qu'on est capable, dans 6 mois, dans un an, d'être présent sur le territoire ukrainien, non pas juste comme une simple force d'interposition placée on ne sait trop où, comme l'évoque la coalition des volontaires dont on parlait avec Mariadec Raffray mardi dernier, mais véritablement comme étant une force active sur la terre, sur la mer, dans les cieux, pour combattre cet ennemi. Voilà. Est-ce que l'armée française est prête ? Écoutez, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je répète, comme simple citoyen observateur. Enfin, comme simple citoyen, mon Non, général, oui, non, mais voilà, comme simple. Oui, non, mais vous n'êtes pas non plus totalement oui, dépourvu de connaissances de non, la chose militaire. oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que on a construit depuis 30 ans, en tout cas depuis, grosso modo, depuis la professionnalisation des armées décidée par le président Chirac en 95-96, on a construit un outil de défense qui était fait pour avoir un corps expéditionnaire en Afrique, une force de dissuasion nucléaire, et puis une force en Europe, héritière de notre corps blindé mécanisé, mais qui était absolument pas dimensionné pour affronter, et on le savait bien, pour affronter ou pour mener un combat qu'on appelle aujourd'hui à haute intensité. Tous ceux qui ont travaillé aux différentes hypothèses stratégiques sur les différents livres-blancs des gouvernements de gauche et de droite le savent très bien. Et c'est pas moi qui le dis, je ne fais que le répéter, quand on dit on a une armée de qualité mais échantillonnaire, c'est parfaitement vrai. Et ça n'est pas avec une armée échantillonnaire qu'on pourrait affronter aujourd'hui ou dans un an une armée russe dont on a dit beaucoup de mal, mais qui, après 3 ans, a montré, des qualités d'adaptation, et puis surtout, qui sait mener une guerre de haute intensité que personne n'a mené, ni en France, ni ailleurs. Donc, ce n'est pas en un an qu'on construit un outil de défense. Ceux qui nous gouvernent ont oublié les grandes leçons de l'histoire. Un outil de défense, ça prend des décennies pour se construire. Donc, on n'a pas l'outil de défense pour affronter aujourd'hui, avec nos forces, pour mener un combat à haute intensité. Et ensuite, on le sait bien, nous n'avons pas une industrie de défense qui est dimensionnée pour affronter ce type de combat. Entre le discours et la réalité des choses, il y a un abîme que certains essaient de combler. Mais enfin, ce n'est pas en un an qu'on le comblera. Et je répète, la question fondamentale, c'est pourquoi tout ça ? Alors, pourquoi Quand tout ? on évoque la guerre, pour les gens qui ont fait un petit peu de droit, ça suppose des mesures juridiques d'exception, ça suppose aussi, pour une industrie de défense, d'avoir un assujettissement bien plus fort à l'État pour répondre à des commandes dans des délais extrêmement courts, ça suppose des lignes de production, ça suppose des ressources humaines, ça suppose des techniciens. Tout ça, nous ne les avons pas suffisamment. Donc, voilà, pour conclure ma réponse sur cette première question que vous me posiez, nous n'avons pas aujourd'hui les moyens de faire face à la Russie. Et j'observe que personne ne parle aujourd'hui de notre stratégie de dissuasion nucléaire. Je croyais qu'on avait des forces nucléaires en quantité suffisante pour échapper à un conflit de haute intensité. Et là, c'est une question que je n'entends jamais posée sur les plateaux. À quoi sert aujourd'hui notre force de dissuasion si nous ne sommes pas capables de l'utiliser, ou en tout cas d'en brandir la menace pour éviter un conflit à haute intensité en Europe? Alors, C'est une Jean-Jean question. Rissoutou a justement traité ce sujet dans le dernier numéro de Politique Magazine, et il est très intéressant. Il explique que, en fait, on se rend compte que, par exemple, Israël est une puissance nucléaire et
qu'il y a un état de guerre permanent qui est en train de se développer, qu'il y a d'autres puissances nucléaires, puisqu'il y en a voilà, la Corée, l'Inde, le Pakistan, et que en fait, cette dissuasion nucléaire, quand on nous a présenté au moment où elle a été bâtie comme étant le moyen d'éviter toutes les guerres, est peu à peu absorbée par un brouillard guerrier où on se rend compte que eh bien, le fait que votre voisin possède l'arme nucléaire ne vous empêche pas de l'attaquer, quitte à, comme tous ceux qui ont attaqué Israël, à perdre, et qu'on se retrouve avec des opérations qui sont menées en permanence dans le monde entier, guerrières, avec des conflits ouverts, mais aussi des conflits larvés, avec une activité intense des services secrets qui n'hésitent pas à faire des attaques sur le sol ennemi ou désignés comme étant ennemis, sans plus craindre en fait cet embrasement nucléaire qui était censé être une véritable peur. On a l'impression en fait que le nucléaire ne dissuade plus et qu'il y a une nouvelle forme de guerre assez violente qui fait des morts et où le nucléaire reste à l'arrière-plan comme un monstre tapi, mais voilà, qui est presque inutile et refroidi. Oui, mais c'est peut-être aussi parce que nous avons renoncé à brandir cette menace. Et si nous avions la volonté d'affirmer notre souveraineté ou notre indépendance, on pourrait peut-être rappeler qu'effectivement nous disposons du feu nucléaire. C'est une interrogation que vous évoquiez, que Georges-Henri Soutou évoquait aussi, c'est que cette espèce d'affaiblissement de la dissuasion nucléaire. Mais moi, je pense que si vraiment la Russie était une menace, dans le cadre de la dissuasion gaullienne du faible au fort, je sais plus, nos 290 ogives ont de quoi faire réfléchir tout agresseur. On peut quasi regretter qu'on va s'engager dans une course aux armements classiques, alors que notre dissuasion, comme vous le disiez, mais risque de perdre toute son importance et toute son acuité. Mais là aussi, je regrette qu'il n'y ait pas de débat là-dessus. La dissuasion nucléaire est acceptée par tous comme un tabou, mais personne aujourd'hui, dans le cadre mondial que vous évoquiez, personne aujourd'hui en France ne se dit, mais au fond, à quoi bon? À quoi sert notre dissuasion? Le président Macron a évoqué de façon très prudente encore, mais son élargissement aux frontières de l'Europe, ce qui supposerait que nos intérêts vitaux correspondent à ceux de l'Union européenne. Mais au-delà, personne, par rapport au danger russe, si ce danger existe, ne se pose la question, mais à quoi bon et à quoi sert notre dissuasion nucléaire, si ce n'est de dissuader un ennemi plus fort que nous de venir perturber notre indépendance ou notre souveraineté. Il y a vraiment une absence de réflexion sur l'usage, sur la place de la dissuasion nucléaire dans notre défense aujourd'hui, qui, pour ma part, me sidère. Alors, et cette absence de réflexion sur le nucléaire vient peut-être aussi du fait que la Russie, depuis 3 ans, est en guerre contre l'Ukraine, a brandi à plusieurs reprises la menace du nucléaire et n'a rien fait. Et donc, peut-être on est en train de se rendre compte que être le premier à appuyer sur le bouton et reste quelque chose d'absolument impensable. Et voilà, que toutes les puissances nucléaires, même celles qui régulièrement proposent de s'affronter, comme l'Inde ou le Pakistan, en fait, à chaque fois, restent en deçà de cette utilisation. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aboutir à la fin de la dissuasion nucléaire classique parce que, au bout du compte, personne n'a envie d'être celui qui va déchaîner ce feu-là. Eh bien, vous posez une vraie question. Quand je réfléchissais un petit peu après que vous m'ayez sollicité pour cette émission, je me disais effectivement, est-ce que D'accord. l'affaiblissement de la dissuasion nucléaire n'est pas un des premiers enseignements à tirer de cette guerre en Ukraine depuis 3 ans? Mais ça veut dire aussi qu'une puissance comme la Russie, sous couverture nucléaire, peut engager un conflit conventionnel dit de haute intensité sans que de l'autre côté, on ne brandisse tout de suite la dissuasion en disant on refuse
le combat classique, mais si vous continuez, alors on entre dans ce qu'on appelle la grammaire nucléaire. Et cela, semble-t-il, ne fait plus partie de la pensée stratégique occidentale ou française. Mais je pense que vous, comme moi, nous pouvons regretter qu'au moins en France, nous n'ayons pas d'esprit suffisamment pointu, sauf exception, pour poser cette question-là. Parce que quand on voit les montants, les budgets qui sont accordés à la dissuasion nucléaire depuis très longtemps dans notre pays, on peut effectivement se demander, et j'en reviens à mes considérations de citoyen et de contribuable. Très vite, mon général, parce qu'il nous reste à peine 1 minute. Et voilà, mais à quoi sert tout cet argent si nous ne faisons pas de la dissuasion nucléaire le pilier central de notre défense? Donc c'est une vraie question aujourd'hui. Bien, merci beaucoup mon général, et espérons que nous aurons l'occasion d'en reparler, non pas parce que tout sera déclenché, mais parce que cette réflexion sera en train de ramener là où elle doit être menée, c'est-à-dire dans le débat public. Merci beaucoup mon général.